Il reste maintenant à voir quelles doivent être les façons et les gouvernements d'un prince envers ses sujets ou ses amis. Et, parce que je sais que beaucoup ont écrit à ce propos, je crains en écrivant moi aussi d'être tenu pour présomptueux, d'autant que je m'écarte en disputant de cette matière de l'ordre des autres. Mais, puisque mon intention est d'écrire chose utile à qui l'entend, il m'est apparu plus convenable de suivre la vérité effective de la chose que l'image qu'on en a. Le chapitre 15 ouvre donc une nouvelle séquence dans Le Prince. Après la séquence des chapitres 12 à 14, qui portait sur l'opposition entre armes propres et armes mercenaires, le chapitre 15 entreprend de voir quelles doivent être les façons et les gouvernements, modi e governi, d'un prince envers ses sujets ou ses amis. La séquence qui s'ouvre, et qui va occuper les chapitres 15 à 23, examine donc ce que l'on pourrait nommer les conduites du prince. Non pas ses vertus, ni son pouvoir, mais sa manière de gouverner. Or, cet examen commence par formuler un principe important, qui a d'ailleurs fait l'objet de nombreux commentaires. Machiavel annonce qu'il va rompre avec la manière habituelle d'écrire en politique, et qu'il va, dit-il, s'éloigner des ordres des autres. En quoi consiste cet éloignement? En un choix, le choix de suivre la verità effettuale della cosa plutôt que l'image qu'on s'en fait. Ce passage s'ouvre donc sur une proclamation de rupture méthodologique. Une proclamation qui fait écho à cette autre rupture, tout à fait analogue, qui est proclamée dans l'incipit du proemio des discours. Dans ce prologue, Machiavel annonçait que pour trouver des manières et des ordres nouveaux, trovare modi ed ordini nuovi, en politique, il avait décidé d'emprunter une voie qui, n'ayant été encore tracée par personne, lui vaudrait certainement des peines et des difficultés. Modi ed ordini dans les discours, qui portent sur l'institution de la science politique elle-même, modi e governi dans le chapitre 15 du Prince, qui porte sur la manière de conduire le gouvernement. Mais en fait, dans les deux cas, Machiavel revendique la nouveauté du regard qu'il entend porter sur la chose politique. Sa nouveauté et sa difficulté. Ici, dans le chapitre 15, cette nouveauté s'incarne d'abord dans le rejet des principautés imaginaires. Ce que Machiavel refuse, c'est tout simplement que son ragionare dello Stato, qu'il entreprend de construire, puisse se réduire à une ratiocination creuse et purement spéculative, qui porterait sur des images ou sur des idées, et non pas sur des réalités. Ce rejet est donc un rejet de la spéculation vide ou de l'idéalisme pur comme principe possible de la réflexion politique. Machiavel fait au contraire le choix d'un pragmatisme qui va rejeter le devoir-être au nom, justement, de la vérité effective de la chose. Alors, on a régulièrement vu, et à raison d'ailleurs, la figure de Platon se profiler derrière ces républiques et principats dont on n'a jamais vu ni su qu'ils existaient vraiment. En effet, il est tentant de lire dans cette déclaration une prise de position clairement anti-platonicienne, et par là d'ailleurs anti-philosophique. Cette position serait à mettre en relation, par exemple, avec la reprise de l'image de Caton chassant de Rome les philosophes grecs, image que Machiavel évoque dans le chapitre 5.1 des Histoires florentines. Toutefois, s'il est bien évident que l'idéalisme platonicien est visé par ce chapitre 15 du Prince, il faut aussi noter que cette posture de rejet de l'idéalisme, c'est une figure interne à la philosophie, une figure que l'on trouve en réalité chez Platon lui-même. Au début du Timée, Socrate reconnaît en effet que cette vaste construction de la Callipolis, la cité parfaite qui a occupé la République, n'a donné naissance en fait qu'à une cité figurée en peinture, et qu'il conviendrait désormais d'observer cette cité, mais comme un être vivant, dans les luttes et les combats concrets qu'elle soutient. C'est dans le Timée, en 19b. Quoi qu'il en soit, qu'il soit intérieur ou extérieur à la philosophie, ce rejet de l'idéalisme s'inscrit en tout cas dans la droite ligne de la lettre dédicace. Machiavel affirme ici qu'il ne veut pas se laisser guider par une conception théorique des qualités et des vertus
qui doivent déterminer les modi et governi du prince, mais qu'au contraire, il choisit de se soucier de la vérité des faits. Cette verita effettuale définit très clairement le principe épistémologique qui gouverne la manière de penser et d'écrire de Machiavel. Ce principe se trouve mis en œuvre dans les chapitres qui suivent, où il va s'agir d'examiner les qualités et les vertus du prince, non pas à partir de leur définition théorique, idéale, abstraite, mais au contraire à partir de la manière dont ces qualités et ces vertus sont concrètement perçues, concrètement estimées dans l'espace civil. Mais, deuxièmement, en réalité, ce principe gouverne aussi, et plus généralement, le prince tout entier, dans lequel le principe en question définit, une fois qu'on a rejeté la vérité théorique, idéale et abstraite, le type de vérité que Machiavel entend reconnaître comme norme et comme télos de son discours. Machiavel affirme ainsi qu'il n'est de vérité que dans les faits compris comme effets, c'est-à-dire saisis dans des séquences causales dans lesquelles ils sont à la fois effectués et effectifs. Donc, la vérité à laquelle le discours de Machiavel accepte de s'ordonner est une vérité effettuale. Le terme effettuale doit, à mon avis, être pris au pied de la lettre. Et cela signifie qu'il faut lui reconnaître deux significations, qui sont convergentes, qui sont complémentaires. Les choses sur lesquelles porte le prince sont vraies en tant qu'elles sont, à la fois effectives et effectuées. Cet effectualisme dont Machiavel fait, au fond, ici, son gouvernail, c'est un des très rares principes théoriques que le secrétaire développe explicitement dans son œuvre. Donc il est d'autant plus important de le comprendre très précisément. Premièrement, l'effectualisme que revendique ici Machiavel signifie que les choses n'ont à ses yeux de vérité qu'effectives. Autrement dit, Machiavel choisit de s'intéresser aux faits plutôt qu'aux idées abstraites, qu'il assimile à des productions de l'imagination. L'effectualisme, c'est donc d'abord un factualisme. Ce factualisme, on peut le comprendre comme un matérialisme. Depuis le codex du De Natura Rerum de Lucrèce, que Machiavel copie pour un ami médecin de son père, jusqu'aux nombreux rapprochements qui ont été essayés entre Machiavel et Marx, il est assez facile de documenter ce compagnonnage historiographique entre le machiavélisme et le matérialisme. Mais ce factualisme, on peut également le comprendre comme un naturalisme, qui ne cherchera d'explication causale que dans le strict plan d'immanence des causes et des effets naturels. C'est ce que semble indiquer le prologue des discours. Et c'est ce que confirme l'ironie assez méprisante que manifeste le chapitre 6 du Prince à l'égard des acteurs politiques qui croient pouvoir faire reposer leur pouvoir sur des principes transcendants, comme Moïse ou comme Savonarole. On passe alors par là au second enjeu de l'effectualisme machiavélien. Deuxièmement, en effet, l'effectualisme de Machiavel saisit la vérité des choses en tant qu'elles sont effectuées. Ou peut-être faudrait-il dire effectuelles. En d'autres termes, en tant qu'elles tirent leur intelligibilité de leur inscription dans des chaînes de causes et d'effets. Chaque chose que Machiavel examine n'a de vérité qu'en tant qu'elle peut être saisie à la fois comme effectuée, chaque chose est un fait, c'est-à-dire que chaque chose est faite, produite, résultat d'une combinaison de causes qui peut être démêlée, et comme effectuante. Chaque chose est un fait, c'est-à-dire un élément de la réalité qui est susceptible d'engendrer à son tour des effets, et d'être donc compris comme un maillon dans une chaîne causale. Le travail de Machiavel va donc consister à reconstruire les séquences causales qui donnent aux choses, c'est-à-dire aux faits politiques, leur intelligibilité. Ainsi, l'abandon par Machiavel des procédures suivies par les autres écrivains, cela désigne d'abord son refus de toute régulation purement spéculative du discours politique. Il adopte au contraire le principe de la vérité effective de la chose comme un garde-fou
contre les vérités imaginaires. Cette revendication d'une science civile empirique, soucieuse des faits, pris comme effet, désigne le principe épistémologique d'une appréhension des faits dans un processus causal complexe comme lieu de la vérité des choses sur lesquelles porte l'écriture civile. C'est sur ce principe que se fonde ce que l'on pourrait appeler l'empirisme civil de Machiavel. Cet empirisme civil considère que les faits eux-mêmes, en tant qu'ils sont pris dans des séquences causales déterminables, raisonnables, donc en tant qu'effets, renferment, contiennent leur propre ordre. Autrement dit, les principes de l'intelligibilité des faits sont immanents aux faits, ne leur viennent pas du dehors. Ce n'est pas une décision théorique, ce n'est pas une spéculation formelle qui gouverne le caractère raisonnable des faits, c'est-à-dire la possibilité qu'on puisse en raisonner. Au contraire, on ne peut raisonner des faits qu'à partir d'eux-mêmes. Les principes, les règles que Machiavel formulera, n'ont donc de valeur que dans leur solidarité avec le matériau factuel dont ils sont tirés, et auquel ils doivent toute leur validité. Cet empirisme civil, qui par bien des aspects est un parent théorique de l'empirisme gnoséologique que développera le XVIIe siècle, de Bacon à Locke. Cet empirisme civil est le principe épistémologique fondamental de la pensée politique de Machiavel. Et les quelques lignes qui ouvrent le chapitre 15 du Prince sont donc d'une très grande portée théorique pour qui veut comprendre l'entreprise de Machiavel en la replaçant dans le cadre général de la réforme des savoirs à la Renaissance.